Donc, pour les nouveaux arrivants, puisque certaines personnes n'ont pas, n'ont pas participé à la première session, donc, je me présente, Sandra Aubert, data scientist et responsable formation chez Ondalis. Donc, l'idée de cette deuxième session, c'est de vous présenter les nouveautés de la Solo et de la PLS Toolbox en version 9.0. Donc, je serai accompagnée de Astrid pour notamment la partie questions-réponses. Donc, au niveau des consignes, donc ce webinaire va être enregistré. Donc, merci d'éteindre vos micros et vos caméras pour faciliter la connexion. Et si vous avez des questions lors de cette deuxième session, n'hésitez pas à les poser. Nous prendrons un petit peu de temps à la fin de cette partie pour y répondre. Donc, au niveau de cette deuxième session, alors, elle est vraiment consacrée aux nouveautés de la version 9.0, donc notamment la partie intégration de Python au logiciel PLS Toolbox et Solo. Donc, cette intégration de Python a permis de pouvoir implémenter de nouvelles méthodes, alors des méthodes exploratoires type t-SNE et UMAP, mais aussi de nouveaux modèles, notamment pour les réseaux de neurones avec des ANN Deep Learning. Donc, lors de cette session, je vous ferai une démonstration de l'algorithme UMAP. Alors, pour la partie intégration de Python. Donc, Eigenvector a créé un environnement virtuel qui permet de faire la relation entre la PLS Toolbox ou la Solo et Python. Donc, cet environnement virtuel, il est du coup très pratique pour pouvoir utiliser de nouveaux modèles, de nouvelles méthodes. Donc, pour utiliser ces nouveaux outils disponibles sur la version 9.0, il va falloir télécharger Python. Donc, on vous a mis un lien de téléchargement et de configuration. Donc, Astrid va également vous le mettre dans le chat. Donc, l'idée, c'est finalement de créer un interpréteur de Python dans les logiciels d'Eigenvector. Donc, cette configuration, cet environnement virtuel est complètement transparent pour l'utilisateur, puisqu'en fait, il n'y a aucune programmation à faire. C'est Eigenvector qui a fait le travail. Une petite spécificité technique, c'est comme je vous l'ai indiqué, la PLS Toolbox utilise l'environnement MATLAB. Donc, pour pouvoir utiliser les fonctionnalités Python, il est indispensable d'avoir au minimum la version 2020 B pour utiliser les nouvelles fonctionnalités. Donc, cette installation, elle est nécessaire que si vous souhaitez utiliser les nouvelles méthodes. Si vous souhaitez garder votre logiciel tel qu'il est, il n'y a pas de souci, la PLS Toolbox, la Solo, fonctionne parfaitement sans cet interpréteur. Donc, au niveau des nouvelles méthodes, on va retrouver ici les réseaux de neurones, donc en deep learning, donc à la fois pour la quantification et la classification. Et on a également la partie t-SNE et UMAP, donc pour la partie exploratoire. Donc, je vous ai mis en parallèle ici les packages qui ont été développés dans Python. Alors, au niveau des présentations, des méthodes de visualisation, on va commencer par t-SNE. Donc, t-SNE, c'est une méthode exploratoire, donc il y a une notion de réduction des dimensions. Donc, ça reste une méthode basée sur l'apprentissage non supervisé. Alors, qu'est-ce qu'on entend par non supervisé? C'est vraiment, on utilise les données telles qu'elles sont. On n'apporte pas d'informations complémentaires pour guider le calcul. Par exemple, la PLS, ça reste une méthode supervisée puisque à une matrice des X, on associe également une matrice DY, par exemple les valeurs de référence. C'est une méthode qui gère très très bien les non-linéarités. Donc l'idée, par contre, effectivement, ça va être de faciliter l'exploitation, la visualisation des données dans des espaces à plus grande dimension. Alors, contrairement à la CP, pour la construction de cet espace réduit, on va travailler cette fois sur les proches voisins. On ne travaille pas sur la base globale comme pour la CP.
L'idée, ça va être de trouver, de calculer une similarité entre chaque paire de données. Donc, au niveau des paramètres à optimiser, on va avoir la perplexité. Donc, la perplexité, c'est le nombre de voisins à considérer autour de chaque point pour le calcul de la similarité. On a également une partie composante. Alors, ça nous rappelle les composantes principales pour la CP. Donc, ces composantes s'appellent les embeddings. Donc, on va définir un nombre d'embeddings, donc de dimensions. En général, on conseille 2 ou 3 au maximum. Alors, une chose à bien retenir, c'est que si par exemple j'en choisis 3 ou 4, si j'en choisis 4, pardon, excusez-moi, les 2 premières pour le modèle avec 3 ou les 2 premières pour le modèle avec 4 ne seront pas les mêmes, contrairement à l'analyse en composantes principales. Une des contraintes de cette méthode, c'est que par contre, vous ne pouvez pas l'appliquer sur un jeu de test. Et ce qui peut manquer également, c'est la partie loadings, puisque l'outil ne dispose pas des loadings, donc vous ne pouvez pas remonter au niveau des variables prédictives initiales pour comprendre, par exemple, pourquoi est-ce qu'il y a des regroupements sur vos échantillons. Donc voilà pour la méthode Tisny, donc qui peut être utilisée en complément d'une analyse en composantes principales. Alors, ensuite, la méthode du MAP. Donc ça, c'est aussi une méthode exploratoire, pareil, basée sur la réduction des dimensions. La particularité, c'est que contrairement à Tisny et l'ACP, on peut travailler en supervisé, c'est-à-dire qu'on peut amener de l'information complémentaire. Ça gère très très bien les non-linéarités également. Donc, l'idée, ça va être vraiment de définir des hypothèses qui sont faites par rapport à la distribution géométrique des données. Et on va également modéliser du coup une distribution des échantillons qu'on appelle le manifold, la variété, avec une structure topologique. Donc, on va devoir calculer des composantes ou embeddings. Donc, l'idée, c'est de trouver ces composantes en cherchant donc une projection des données de faible dimension le plus proche possible de la variété qu'on appelle également le manifold. Le gros avantage du MAP par rapport à Tisny, c'est que vous pouvez appliquer ce modèle sur un jeu de test. Par contre, de la même façon, on n'a pas la notion de loading sur cet outil-là. Alors, au niveau des critères à optimiser, on a plusieurs choses. Donc, on a le nombre de voisins. Donc, comme je vous l'ai dit, c'est vraiment une méthode qui se base sur les proches voisins. Donc, l'idée, ça va être de trouver un équilibre entre finalement la structure locale et globale du manifold. Et on va devoir mettre des contraintes par rapport à la taille du voisinage pour apprendre au mieux ce manifold. Donc, si jamais on prend peu de voisins, c'est-à-dire qu'on travaille sur des voisins, sur une quantité de voisins un peu plus faible, l'algorithme UMAP, lui, va se concentrer du coup sur la structure très locale. Si on prend un nombre de voisins plus élevé, UMAP, lui, va du coup travailler sur la structure plus large, sur la structure plus globale. Et dans ce cas précis, certains détails peuvent être perdus. Donc voilà, il va falloir ajuster ce nombre de voisins. Deuxième critère, c'est ce qu'on va appeler la distance minimum, donc qui est comprise entre 0 et 0,99. Donc, c'est vraiment la distance minimum tolérée entre 2 points. Okay. Donc, si cette distance est faible, finalement, les composantes ou embeddings seront plutôt regroupées. Et donc, ça peut être assez pertinent pour du clustering, par exemple. Par contre, si la distance est plus élevée, UMAP ne va pas regrouper les points ensemble et va vraiment se concentrer sur la préservation de la structure topologique générale. Voilà, donc là, c'est un choix à faire en fonction de ce que vous recherchez. Le nombre de composantes, voilà, il va falloir aussi l'optimiser. Alors, comme Tisny, si vous en prenez 4, 3, alors vous essayez un modèle avec 3, vous essayez un modèle avec 4, les deux premières ne seront pas identiques dans les deux cas de figure.
Donc, autre inconvénient, voilà, pareil, c'est qu'on n'a pas non plus la notion de loadings avec cette méthode-là. Donc, maintenant, je vais passer à la partie démonstration. Alors, on revient sur la solo. Donc, pour faire cet essai, je vais travailler sur une base. Donc, une base spectrale qui concerne des huiles végétales. Donc, on a une base d'étalonnage, une base de test. On a 36 échantillons. Donc, c'est un dataset. Là, on travaille uniquement sur des données spectroscopiques. Donc, ces acquisitions avaient été faites dans l'idée par la suite de faire de la classification, c'est-à-dire effectivement déterminer le type d'huile quand un nouvel échantillon arrive. Donc, l'analyse exploratoire, c'est un bon outil pour voir si déjà on arrive à regrouper les échantillons en fonction de leur catégorie. Donc, si je reviens ici sur le raw labels, eh bien, on va retrouver ici, donc on a quatre types d'huiles qui sont définis. Donc, chaque échantillon a une huile attribuée. Donc, voilà pour les données. Alors, au niveau maintenant du calcul, donc on retrouve effectivement différentes longueurs d'onde. On va repartir sur la partie exploratoire, puisque Tisney et UMAP font partie de la méthode exploratoire. Alors, juste une petite aparté avant de commencer. Je vous ai dit effectivement qu'il fallait faire le lien avec Python. Donc, moi, j'ai installé Python sur mon ordinateur. Et dans l'outil, ici, vous avez Edit, Options. Et on a une partie maintenant Python qui permet de configurer l'outil. Donc, tout ça est très bien expliqué dans le lien qu'on vous a fourni. Donc, pour lancer l'UMAP, on double-clique sur le modèle. Donc, le calcul se lance. Donc, on retrouve le workflow qui était présent pour la CP. Alors, vous voyez qu'effectivement, ici, on peut faire du supervisé puisqu'on peut rajouter notamment un Y pour guider les axes. Donc, quand vous lancez UMAP, donc vous retrouvez le workflow. Ici, les indications également sur la droite. On a nos 3 critères d'optimisation, donc le nombre d'échantillons, la distance minimum et le nombre d'embedings ou componentes. Donc là, on avait environ une trentaine d'échantillons. Bon, on va laisser ce paramétrage par défaut. On va venir charger nos données. Alors, on vient chercher le lexical. De la même façon, on va appliquer un pré-traitement. Donc, je vais prendre un min center et on va lancer le modèle, donc avec le paramétrage défini ici. Donc, comme vous pouvez le voir sur la droite, on peut visualiser les composantes, les embedings, mais voilà, il n'y a pas de loading. Donc, on va faire review. Et donc là, on visualise effectivement la première composante et la deuxième composante avec le paramétrage en question. Donc, si je mets la légende, et on retrouve les 4 types d'huile. Donc, on voit qu'effectivement, les groupes sont présents, mais pas forcément bien séparés. Alors, il ne faut pas oublier qu'on n'avait que 36 échantillons. Le fait de prendre 15 voisins, automatiquement, on se consacre moins au local, on travaille plus sur le global. Donc, on va essayer d'affiner un petit peu. Je vais changer le paramétrage et je vais lui dire maintenant de travailler avec 10 voisins. Donc, le fait de changer ici le paramétrage, vous voyez, il faut relancer le calcul. Donc, je peux le cliquer ici. Et je peux de nouveau visualiser mes composantes. Donc, on voit qu'effectivement, le regroupement s'affine parce que le fait d'avoir travaillé sur moins de voisins, automatiquement, on travaille plus sur la notion, sur la structure locale de l'échantillon. On va faire un dernier essai, donc avec 5 composantes. Alors voilà, il y a toute une partie d'optimisation en fonction de ce que vous recherchez. Donc, si je visualise, bon,
là, effectivement, on voit que les échantillons se sont bien regroupés en fonction du type d'huile et on a bien travaillé sur la structure locale, le fait d'avoir pris moins de voisins. Donc voilà pour la méthode UMAP. Donc si on revient maintenant sur la présentation. Donc là, c'était toute la partie un petit peu exploratoire. Donc, il y a maintenant aussi une implémentation au niveau des réseaux de neurones, donc un nouvel algorithme qui a été implémenté. Donc, ce sont les ANN Deep Learning. Alors, si on revient un petit peu sur cette partie réseau de neurones. Donc, pour rappel, déjà, les réseaux de neurones, c'est des outils de modélisation qui miment le principe biologique des neurones. Donc, l'idée, ça va être vraiment de construire un réseau de neurones associé à des poids formant une combinaison non linéaire des variables prédictives initiales, qui est la matrice des X, pour prédire là où les variables prédictives, que sont les Y. Donc, dans les précédentes versions, on avait déjà des modèles ANN, donc en régression et en classification. Donc là, on a fait une petite comparaison de ces deux outils. Donc, au niveau de l'ancienne version, alors, les ANN classiques donc, travaillaient avec 2 couches cachées maximum. Donc, c'était plutôt pertinent pour des petits jeux de données. Alors, la contrainte, c'est que passer un certain nombre d'échantillons ou de variables, on avait une lenteur des calculs. De la même chose, voilà, si on mettait plusieurs couches cachées, donc au maximum 2, et pareil, si on essaye d'implémenter de nombreux neurones par couche, donc là, effectivement, on avait vraiment une lenteur au niveau des calculs. Donc, la nouvelle version, les ANN Deep Learning, donc là, l'avantage, c'est qu'on peut vraiment travailler avec une ou plusieurs couches cachées. Il y a 2 algorithmes qui sont disponibles, qui sont donc la méthode scikit-learn ou le TensorFlow. Donc, c'est une méthode qui est beaucoup plus rapide sur des grands jeux de données et même sur des réseaux de neurones plus complexes. Donc, autre amélioration, on peut travailler avec différents types de couches, notamment des sous-couches de convolution. Donc, par exemple, si vous voulez faire des CNN. Donc, le gros avantage de la nouvelle version, voilà, c'est cette notion aussi de convolution et le fait de pouvoir travailler avec plus de données. L'ANN, donc les réseaux de neurones, sont vraiment très utilisés pour régler des problématiques de non-linéarité. Donc, si on compare un petit peu, par exemple, avec les SVM, jusqu'à 5000 échantillons, les SVM et les réseaux de neurones réagissent plutôt en termes de vitesse de la même façon. Par contre, passer un certain mode, notamment 10 000 échantillons, donc là, clairement, les ANN Deep Learning seront beaucoup, beaucoup plus rapides, et notamment la méthode scikit-learn. Donc, comme je vous l'ai dit, il y a 2 algorithmes. Donc, le scikit-learn, c'est une méthode qui est plus simple et plus rapide à optimiser. Et donc, le TensorFlow, lui, l'avantage, c'est qu'il propose plusieurs types de couches cachées, notamment les convolutions. Et voilà, il y a d'autres options d'optimisation et de fonctions d'activation. Donc, parmi les paramètres d'optimisation qui sont communs aux 2 algorithmes, on va retrouver l'architecture. Donc, l'idée, c'est vraiment de définir un nombre de couches cachées et un nombre de neurones par couche. Il va falloir également optimiser les poids, le nombre d'itérations et le nombre d'échantillons d'apprentissage. Il y a aussi une notion de condition de fin, donc à quel moment on arrête l'apprentissage. Donc ça, c'est très spécifique aux algorithmes. Donc, soit ça peut être parce qu'on a atteint un maximum d'itérations, ou alors lorsque la performance ne s'améliore plus de façon significative. Donc ça, voilà, c'est un peu spécifique aux algorithmes. Alors, au niveau de cette méthode, là, j'ai fait une petite comparaison. Donc, on a travaillé sur des échantillons, pareil, c'est des données spectroscopiques sur de la viande. Donc, c'était le paramètre matière grasse. Et on a comparé un modèle PLS avec un modèle ANN Deep Learning. Donc, si vous regardez le modèle PLS, en fait, on a clairement ici donc cette problématique de non-linéarité.
Et le fait d'être passé avec des réseaux de neurones, clairement, ça a permis de corriger cette non-linéarité et de pouvoir résoudre ce problème. Donc, pareil, dans les ANN Deep Learning, c'est une méthode qui est issue de Python. Donc, voilà pour cette deuxième partie.